Bonsoir. Donc, quelques rapides mots d'introduction, surtout pour vous dire pourquoi nous avons souhaité, en l'occurrence, les établissements dont je suis en charge à Grand Poitiers, à la ville de Poitiers, donc les Beaux-Arts, et non plus l'école des Beaux-Arts, mais les Beaux-Arts, l'école d'art plastique de Grand Poitiers, et le Miroir. Une école d'art plastique, c'est un endroit où des individus, des personnes, des gens, des citoyens, des citoyennes viennent consacrer du temps à pratiquer l'art, à aller un peu plus loin pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, parfois plus dans la semaine, pour aller un peu plus loin peut-être que de dire devant une œuvre d'art c'est beau ou c'est moche. Les deux sont possibles. Et donc ces gens-là sont des passionnés, ce sont des amateurs au sens le plus noble pour moi du terme. Et ces amateurs, que vous êtes peut-être, sans doute, que beaucoup d'entre nous sommes, eh bien, doivent beaucoup au travail de Catherine Millet, que je remercie infiniment d'avoir accepté une deuxième invitation, parce que nous vous avons invité 2 fois, et malheureusement, l'an dernier, vous n'avez pas pu venir. J'avais commencé quand même par dire oui dès la première fois. Voilà, donc merci beaucoup, puisque je rappelle que nous vous avions invité dans le cadre de la dernière édition, qui malheureusement avait été écourtée. Et donc, ce travail que mène la revue que vous avez créée il y a 50 ans à peu près, presque, hein, qui a connu de nombreux développements, modifications. On parlait tout à l'heure des changements chromatiques, hein, avec une petite nostalgie pour les premiers numéros dont on va voir des images, je crois. Eh bien, cette revue, ainsi que vos écrits, notamment l'art contemporain en France, eh bien, sont des outils extraordinaires. Nous ont accompagnés ceux qui vraiment s'intéressent à l'art et veulent aller un peu plus loin. J'ai entendu d'ailleurs récemment dans un entretien que vous parliez souvent dans vos écrits critiques d'aller le paradoxe, voilà, la question du paradoxe, et vous citiez un beau tableau, un paysage, je crois, avec un cheval mort. Voilà, je me souviens de ça. Donc ce travail a été essentiel, il nous a accompagnés, il nous a nourris, vous avez donné à connaître, à comprendre, et c'est la raison pour laquelle il me semblait qu'une école d'art plastique comme la nôtre avait toute légitimité, et que vous aviez toute légitimité à venir nous parler d'une problématique qui est celle de la censure dans l'art. Voilà, alors je tiens à remercier aussi le TAP, qui nous accueille depuis plusieurs années. Nous, on a pris l'aventure en cours, au milieu, puisque nous avons fait les 10 ans. Donc en 2015, je crois, nous avons fait 4 expositions, dont la dernière, malheureusement, très écourtée, celle de Paul McCarthy, pas la moins conséquente à tout niveau, même logistique, donc qui n'a pu être vue que 10 jours. Et puis deux tables rondes, dont celle-ci. Donc le principe de cette table ronde, c'est un dialogue, une conversation, c'est ce qui nous a semblé intéressant, avec Christophe Legac, qui est un peu connu à Poitiers maintenant, de plus en plus, puisqu'il est il a été le commissaire, oh, on n'aime pas trop ce mot-là, on se disait ça justement, c'est mieux que curateur, hein. Donc de notre dernière exposition sur les relations, enfin des relations entre des artistes et l'informatique. Et il nous avait également accompagnés sur l'exposition de McCarthy, professeur à l'École supérieure d'Angers, architecte, critique d'art, à Artpress, donc vous connaissez très bien, critique à Architecture d'aujourd'hui, ancien éditeur. Donc, pour terminer, je dirais que je vais te laisser faire une chose que moi je ne sais pas faire du tout, qui est de présenter l'intervenant, la biographie de l'intervenant. Et je disais tout à l'heure que finalement, j'aimerais que toutes les biographies soient comme celle de Daniel Buren, avec qui j'avais travaillé, et dont la biographie officielle et autorisée est né en 1938 à Boulogne-Billancourt, vit et travaille in situ. Donc, si toutes les biographies étaient ainsi, ce serait plus pratique pour moi. Je vous cède la parole et vous remercie infiniment. Merci beaucoup, merci. Merci Jean-Luc. Merci pour l'invitation. Moi, je suis très honoré de faire une petite discussion avec
une de mes héroïnes. Bah ouais, il faut le dire, là, je vous présente. Donc, parce que moi, je viens vraiment d'un milieu où l'art contemporain n'avait pas le droit de citer, et j'ai découvert un jour Art Press, et ça m'a changé la vie. Voilà, donc ça c'est dit. Et donc, si je dois présenter Catherine Millet, on va faire assez rapide. On a compris la leçon. Oui, ouais, on a compris la leçon. Simplement dire quand même, effectivement, que vous êtes quand même la fondatrice d'Art Press et que ce sera certainement décembre 2022 qu'on fêtera les 50 ans. Vous avez aussi été commissaire, enfin, on n'aime pas ce mot-là, mais on n'a pas trouvé d'autres mots, commissaire à la Biennale de Paris, commissaire à la Biennale de Sao Paulo, commissaire du pavillon français à la Biennale de Venise en 1995, auteur de nombreux papiers, essais sur de nombreux et nombreux artistes, et aussi romancière, et même peut-être surtout romancière, du célèbre livre de 2001, La vie sexuelle de Catherine M. Mais vous avez aussi écrit sur Dali, sur Lawrence et d'autres, La jalousie. Sur Yves Klein. Sur Yves Klein, sur La jalousie aussi, etc. Donc, est-ce que je dois en rajouter? Non, c'est bon. Hein. C'est bon, voilà. Voilà. Donc, on commence. Alors, on avait dit que c'est vous qui preniez la parole. Oui, on a un petit diaporama. En fait, on va vous proposer quelque chose. C'est qu'il y a une dizaine d'images qui sont, sauf la toute dernière, dans l'ordre chronologique, qui sont des pages d'Art Press, voire des couvertures d'Art Press, puis 2 ou 3 autres documents, et qui sont une sorte de passage en revue assez rapide, puisque le thème qu'on nous avait demandé de traiter était celui de la censure, eh bien, qui reflète des interventions de la revue tout au long de sa longue vie maintenant, et qui étaient justement des combats contre des menaces de censure, des censures effectives, etc. Donc voilà, donc la première image, c'est l'édito. En fait, c'est une image, c'est une photo qu'on a mis à la place de l'édito. C'était un des tout premiers numéros d'Art Press en 1973. Et le ministre de la Culture à l'époque était Maurice Druon, l'écrivain. Et il avait eu 2 paroles malheureuses. Une phrase qui est restée très très célèbre, à savoir que parlant des artistes, il disait qu'il se présentait à la porte du ministère avec une sébile dans une main et puis un cocktail Molotov dans l'autre. On était pas loin de mai 68, et qu'il fallait qu'un jour il choisisse. Voilà, il avait eu cette parole. Et l'autre parole malheureuse, et c'est à ça que réagissait cette manifestation en mai 1973, où il avait dit aussi que la liberté d'expression était à la fois la fierté, l'honneur, mais aussi la servitude des démocraties. Alors le mot servitude n'était pas très très bien passé, et ce sont principalement des gens du théâtre qui avaient, Ariane Mouchkine était une des organisatrices, qui avait organisé cette manifestation de protestation. La photo qu'on a reproduite ne le montre pas, mais ils avaient carrément... c'était des gens de théâtre, alors il y avait un vrai corbillard à l'ancienne, traîné par des chevaux et tout ça, et on enterrait la liberté d'expression. Voilà. Et donc les gens qui suivaient le corbillard étaient tous masqués, pas tout à fait comme on l'est, comme vous l'êtes vous en ce moment, et moi j'ai la chance d'échapper en ce moment au masque, mais comme on l'est aussi. Et bon, voilà, je dis pas ça par hasard. Est-ce que vous pourriez rappeler qui est rapidement Maurice Druon? Oh non, Maurice Druon, oui, c'était un écrivain. Ah oui, il était ministre de la Culture, j'ai oublié de dire qu'il était ministre de la Culture. Bon. Et Maurice Druon, il n'a pas à voir avec Joseph Kessel? Oui. C'est pas Joseph Kessel qui l'a lancé, c'est pas Maurice Druon, il n'a pas écrit les paroles du Chant des Partisans avec Joseph Kessel? Ah, alors ça, je sais pas. Oui, donc c'est un peu bizarre de sa part quand même. Oui, mais de parler de servitude de la démocratie quand on fait le Chant des Partisans. Non, bien sûr, mais bon, il avait eu cette phrase malheureuse, quoi, de parler d'une servitude. Ça ne devrait pas être une servitude. Non, mais là, je mets les pieds dans le plat, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment au niveau de la censure, quand le titre c'est « Les censeurs ont changé de camp », c'était aussi pour essayer de dire que
on n'était pas dans les catégories droite-gauche, etc. C'est que la censure est partout. Oui, mais en fait, bon, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il avait quand même le temps il a été ministre de la Culture, il a quand même manifesté des goûts assez réactionnaires, pour parler comme on parlait à l'époque. C'était quand même un ministre d'un gouvernement de droite, et lorsqu'on parlait de censure à l'époque, c'était une censure d'État. Et en fait, c'est ça aussi que peut-être... Enfin, on est en train de précipiter un peu les choses, mais ce qu'on va voir au travers des exemples que j'ai retenus et qui sont pas orientés, hein, c'est simplement que voilà, les choses ont évolué de cette façon et c'est du vécu, quoi, en fait. Oui, en fait. Bah voilà, au début, on a eu affaire à un ministre de la Culture qui discutait d'une certaine façon, qui pensait que la liberté d'expression n'allait pas de soi, que c'était une servitude de la démocratie quand même. Voilà, il faut le dire. Alors peut-être, on peut enchaîner avec la deuxième image. Et là, voilà, c'est un morceau de page. C'est quelques années plus tard. C'était en 1976 et c'est le premier numéro d'Art Press qui contenait des images pornographiques, il faut le dire. Alors l'image qui est là sous la fin de mon édito, elle n'est pas vraiment pornographique, elle est assez gentille, mais il faut savoir que dans ce numéro, on avait publié des images qu'on avait repiquées dans des journaux pornographiques. Bon, et que ça venait en illustration de toute une enquête qu'on avait réalisé auprès principalement du milieu intellectuel, artistique, demandant aux gens leur opinion sur la représentation pornographique. Bon, alors pourquoi on avait fait ça à ce moment-là ? C'est que, s'il y a des gens de mon âge dans l'assistance, ils se souviendront de ça, c'est à ce moment-là qu'avait été instauré ce qu'on appelait le classement X pour les films. C'était sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, qui était au début un président de la République plutôt libéral, et il y avait eu une véritable explosion du cinéma porno à l'époque, et bon, un peu sous la pression à la fois de certains milieux professionnels du cinéma, mais aussi de l'opinion publique, il avait été décidé de classer les films voilà, entre tout public et puis classement X. Et le classement X pour les films pornographiques, ça voulait dire qu'on les cantonnait dans un certain nombre de salles et puis aussi avec des conséquences économiques. Bon. Et voilà. Pour nous, c'était d'autant plus choquant ce classement X que apparaissait en même temps dans le cinéma, dans le cinéma de création, vraiment, des films qui étaient des films d'auteur, qui étaient des films de très grande qualité, mais qui incluaient quand même aussi des scènes sexuelles explicites. Donc, il y avait le risque pour que des films de grande qualité esthétique et aussi avec un projet ambitieux, soit classé X en dépit de ses qualités. Et c'est la raison pour laquelle on avait demandé comme ça à tous ces artistes et ces intellectuels de se prononcer sur cette question de la pornographie. Alors bien sûr, on avait demandé dans notre entourage, et ça allait de Alain Robbe-Grillet à l'époque, à Georges Mathieu, à Félix Guattari. Enfin bon, voilà, c'était quand même assez diversifié. Évidemment, tout le monde pensait qu'il fallait cette liberté d'expression et que des images pornographiques, enfin des images sexuelles explicites puissent aussi être présentées. Et donc voilà, c'était... Alors, j'ajoute une chose quand même, parce que ça enchaîne par rapport à la remarque que me faisait à l'instant Christophe à propos des ministres de la Culture. Le ministre de la Culture qui avait...
c'est pas le ministre à l'époque, c'est pas le ministre de l'Intérieur qui avait imposé le classement X, c'était le ministre de la Culture, c'était d'ailleurs pas un ministre, c'était un secrétaire d'État à la Culture, je crois, et c'était Michel Guy. Or, Michel Guy a été en même temps une personnalité extrêmement importante pour le milieu artistique en France. Il était le fondateur du Festival d'automne. C'est lui qui a fait venir en France toute cette génération d'Américains, Lucinda Childs, Bob Wilson, il n'était pas le premier, mais enfin, il a fait beaucoup venir Bob Wilson, Richard Foreman, Lucinda Childs, enfin bon. Donc, toute cette génération de danseurs et de gens de théâtre américains, c'était un grand libéral dans ses goûts et dans sa vie. Et néanmoins, en tant que secrétaire d'État à la culture, c'est lui qui avait dû mettre en place ce classement X. Voilà. Et c'était quoi ces arguments ? Je ne sais pas si c'est tellement justifié à l'époque. L'argument, c'était que voilà, il ne fallait pas que tous les publics puissent visionner des images de cette nature, quoi, en fait. Mais en fait, si l'argument était vraiment un argument économique, en fait. C'est-à-dire que si tout d'un coup, toutes les salles de cinéma en France ne projetaient plus que des films porno, qu'on découvrait tout d'un coup que les Français n'aimaient que le cinéma porno, eh bien, c'était préjudiciable au cinéma d'une façon générale. Bon, je pense que bon, mais évidemment, on n'a pas pu le vérifier. Je pense qu'au fil du temps, les choses se seront, normalisées d'elles-mêmes, en fait. Mais on peut renverser, c'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs du carré blanc. Oui. Et puis, effectivement, de la séquence du samedi soir classée X, où pas mal de parents allaient. Donc finalement, et puis pour d'autres, d'avoir le carré blanc, c'était les films qu'il fallait voir. Oui. Donc finalement, l'interdit pouvait se renverser en disant, tiens, c'est interdit, donc on va y aller. Oui, ça a quand même fini par tuer, mais bon, en fait, les quelques salles qui s'étaient spécialisées dans le film porno, mais en fait, il n'y a pas eu que ça. Après, il y a eu évidemment la cassette vidéo, c'était plus simple. Les vidéoclubs, oui. D'acheter des cassettes et de se passer ça une fois que les enfants étaient couchés sur l'écran de la télévision. Puis il y a des caméras qui devenaient faciles à obtenir et on pouvait se faire soi-même son film. Oui, bon, donc voilà. Donc, voilà, on passe ? Oui, on passe. Là, un autre sujet. Là. Ah oui, alors, bon, donc là, on était un peu quand même dans la censure d'État. Bon. Alors là, c'était une réaction à une censure, qui était à l'origine une censure d'État, mais pas française, et qui était plus insidieuse. L'image que je vous montre, c'est l'image d'une manifestation. C'est, je crois, la seule de ma vie à laquelle j'ai participé. Bon. Qui se déroule, vous avez peut-être reconnu un des escalators du centre Georges Pompidou, et c'était au moment de l'exposition Paris-Moscou qu'avait organisé Pontus Hultén, qui était à l'époque le directeur du Musée national d'art moderne. Et notre manifestation, on était vraiment une poignée, je pense qu'on était 15 ou 20. C'est peut-être une des plus petites manifestations qui a eu lieu à Paris, mais il faut dire qu'elle avait un objectif extrêmement spécialisé. Donc, on était une poignée d'intellectuels français et une poignée d'intellectuels soviétiques, dissidents, qui étaient venus se réfugier en France, et un certain nombre d'entre eux sont restés en France d'ailleurs après. Et la manifestation consistait à aller déposer une réplique du cercueil de Malevitch dans l'exposition. Alors, pourquoi on contestait
cette exposition. C'est que, évidemment, Pontus Sulten avait réussi à la faire uniquement parce qu'il avait travaillé avec les soviétiques à l'époque. C'était, je ne sais pas si j'ai dit la date, c'était en 79. Les choses allaient changer après, et il avait dû, pour une part, accepter les conditions mises par les soviétiques. Moi, j'ai le souvenir que je suis allée au vernissage de presse de cette exposition, que j'ai donc pris le catalogue et que, rentré chez moi, avec des amis, nous avons épluché ce catalogue et nous nous sommes rendus compte que, sous la pression des soviétiques, les Français, dans leur catalogue, avaient fait exactement comme faisaient les soviétiques avec leurs documents, c'est-à-dire que, alors, il y avait peut-être des photos, je n'ai pas le souvenir exact, des photos qui étaient des photos caviardées, mais il y avait aussi des photos, par exemple, où si Trotsky était sur la photo, eh bien, son nom avait été oublié dans la légende de la photo. Voilà. Bon. Il y avait aussi, puisque ça traitait des échanges entre l'Union soviétique et puis la France, enfin des échanges entre les intellectuels et les artistes, il y avait quelque chose de très important qui avait été aussi complètement gommé de ce travail. C'était par exemple l'évolution du point de vue des surréalistes français par rapport au communisme, par exemple. Bon. Donc il y avait des choses qui vraiment avait été, il faut dire le mot, censuré, bon, et même d'une façon, je vous ai dit là l'exemple des légendes dans les photos, d'une façon assez grossière. Et nous, on avait donc réagi en protestant très très violemment contre ça. Moi je sais que Pontus Sulten, que je connaissais assez bien, pour qui j'avais beaucoup d'estime, avait été quand même assez blessé par cette manifestation, parce que lui estimait, et je crois qu'il avait raison, qu'il avait quand même tenté un geste d'ouverture, qu'il avait réussi, en acceptant tous ces compromis, à sortir des caves des musées soviétiques des œuvres qui étaient enterrées depuis assez longtemps, et que voilà, il avait amorcé quand même quelque chose qui était assez important, mais nous, dans la flamme de la jeunesse, on était très injuste, on ne voulait pas tenir compte de la finalité finalement de ce travail qu'il avait fait, lui, et puis Jean-Hubert Martin d'ailleurs, qui l'assistait à l'époque. Donc voilà. Et vous avez été sorti par la maréchaussée? Ah oui, on avait été sorti par les vigiles oui. Mais en fait, on a quand même réussi à faire irruption dans une salle de conférence où il y avait une conférence qui traitait de l'exposition qui était en cours. Et on a terminé, on a porté finalement, on n'a pas laissé au Centre Pompidou ce très beau cercueil qui avait été reconstitué. On l'a transporté. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous savez qui est Guylain Moléviéville, qui était d'art conceptuel. Voilà, qui a été un marchand d'art conceptuel, qui avait sa galerie appartement juste en face du Centre Pompidou, et on est allé déposer ce cercueil chez lui. Voilà. Et c'est pas innocent, Malevich, puisque Malevich a été encensé, puis après mis au pas. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Oui. C'était. C'est toujours censure d'État. Cette couverture, je ne sais pas si on oserait la refaire aujourd'hui. Surtout le titre. Je ne sais pas si le titre passerait. En tout cas, on prendrait des risques. C'était là aussi, alors c'est une loi qui n'est pas passée, contrairement au classement X. C'était un projet de loi de la ministre à l'époque à la condition féminine qui s'appelait Yvette Roudy. Et c'était, on avait, synthétisé ce projet de loi en parlant d'un projet de loi pour interdire les images avilissantes de la femme. Bon. En fait, son projet de loi, ça visait principalement la presse. Bon, là aussi, sans doute, pour une part, la presse pornographique, mais aussi la publicité, et ça n'a pas finalement tellement changé depuis, qui exploite beaucoup le corps de la femme. Donc
ce dossier qu'on a réalisé à ce moment-là, c'était une protestation. Mais finalement, le projet de loi n'est pas passé. L'Assemblée a pris en compte le fait que c'était quand même un danger pour la liberté d'expression. Parce que là aussi, c'est très difficile. Qui va décider qu'une image est... Par exemple, cette notion même d'image avilissante, c'est... Voilà, à partir de quel moment on peut considérer que c'est une image avilissante ou pas. Il y a un curseur qui est toujours difficile à situer. Ce qui est aussi toujours difficile quand il y a des projets de loi comme ça qui concernent quand même la liberté de la presse, c'est, on peut l'accepter là parce que, disons, ça touche, ça concerne, c'est une réaction à l'inflation de la pornographie dans notre société, et puis c'est une loi qui est maniée par des gens qui sont des démocrates, donc tout va bien. Il y a une certaine autorégulation qui se fait. Maintenant, une fois qu'une loi existe, il peut y avoir des changements de gouvernement, des gouvernements qui sont plus durs et qui vont utiliser cette loi pour être peut-être plus répressifs que ceux qui l'ont mise en place. Donc voilà, c'est aussi toujours ça qu'on avait en tête quand on a mené ce genre de bagarre. Oui, très bien. Alors là, on passe tout à fait dans un autre registre, parce que là, au contraire, c'est un ministre qui était Jacques Lang à l'époque, qui a beaucoup soutenu cette œuvre très, très célèbre de Daniel Buren. Et Patrick Bouchain. Et Patrick Bouchain, oui, c'est vrai, il ne faut pas oublier l'architecte. Je suis en train de chercher dans mes petites Parce que si notes. Patrick Bouchain n'avait pas été là, je ne sais pas s'il aurait réussi à aller jusqu'au bout. Hein. Voilà. Il y a quand même eu, le soutien du ministre, c'était important, aussi, oui. et du président de la République quand même. Je pense que. Alors, c'est en fait ce qui s'est passé pour alors c'était en 1986 et en fait pourquoi nous on a décidé de mettre en couverture cette œuvre de Daniel Buren, c'est qu'en fait elle était en cours de réalisation et justement changement de gouvernement, c'était la cohabitation. C'était le moment de la cohabitation, c'était toujours Mitterrand qui était président de la République, mais ça n'était plus Jacques Lang qui était ministre de la Culture, c'était François Léotard. Et François Léotard, en arrivant et voyant d'ailleurs déjà les polémiques qu'avait soulevé ce projet de Daniel Buren, avait réagi tout de suite en disant, en laissant la question en suspens, en disant qu'il n'était pas sûr qu'il poursuivrait le chantier. Donc il y avait une menace qui pesait sur la réalisation de cette œuvre, et donc il fallait absolument la soutenir. Alors il faut savoir que quand même, il y avait du beau monde pour attaquer Buren. Il y avait parce que ça a été je crois que j'avais noté comme ça Lévi-Strauss évidemment, mais il était connu pour ses goûts assez réactionnaires dans le domaine de l'art. Voilà, il y avait Michel Déon. Bon, ça c'est pas très étonnant. Et puis Bernard-Henri Lévy, lui, au contraire, était pour. Et ça s'est doublé la polémique, disons, les anciens et les modernes, ceux qui étaient pour l'art d'avant-garde, ceux qui étaient contre, quand même aussi d'attaques contre Buren, qui avait un caractère antisémite, il faut le dire. Le chantier était entouré de palissades. Et sur les palissades, tous les matins, on pouvait lire des insultes qui avaient été inscrites pendant la nuit, et y compris des insultes antisémites. Donc voilà, c'était dans ce contexte-là qu'on a fait cette... C'est bien, parce que les antisémites, on passe y a un à l'extrême droite. Donc... Il y a un enchaînement. Là, c'est pas tellement plus tard. Je suis en train... Si, quand même, c'est quelques années plus tard. Là, c'est en avril 1997. Alors,
ce dossier, il s'est fait dans un contexte qui était moins officiel, mais peut-être finalement plus... où les menaces étaient peut-être plus vives. Il y avait un débat, c'était récurrent. C'est vrai qu'on n'a pas vu ça maintenant depuis pas mal d'années. On appelait ça le débat de l'art contemporain ou la polémique de l'art contemporain. C'était presque une expression toute faite. Ah oui, la polémique autour de l'art contemporain. Bon, tant que c'était Lévi-Strauss qui attaquait les colonnes de Buren, ça allait encore. Le problème, c'est quand une revue qui est vraiment une revue d'extrême droite, là je crois qu'on peut le dire, dirigée par un intellectuel d'ailleurs très brillant, qui s'appelle Alain de Benoît. Cette revue s'intitule Crisis, et Crisis a publié tout un numéro spécial pour attaquer l'art contemporain. Alors, si ça avait été Alain de Benoît et ses collaborateurs habituels, c'était, je dirais, dans l'ordre des choses. Le problème avec ce numéro de Crisis, c'est qu'ils avaient pris en otage un certain nombre d'artistes ou d'intellectuels qui étaient des gens qu'on connaissait très bien et avec qui d'ailleurs on pouvait travailler, mais qui, c'est vrai, avaient un discours critique sur l'avant-garde ou sur certaines formes d'avant-garde. Alors, parmi ces intellectuels, il y avait Jean Clair, historien d'art. À l'époque, il était peut-être encore conservateur au Centre Pompidou, je ne sais plus. Mais enfin, peut-être qu'il était à Picasso. Oui, peut-être qu'il était directeur du musée Picasso. Il y avait Jean Baudrillard, il y avait l'artiste Ben, il y avait un philosophe qui était aussi, qui avait pu collaborer à Art Press, qui s'appelle Jean-Joseph Gou. Et c'est ça qui, pour nous, était un motif d'alerte comme ça, c'est que ces gens se retrouvaient dans un contexte qui était celui de l'extrême droite et qui venait alimenter, en quelque sorte, les arguments de cette extrême droite. Donc nous, ce qu'on avait fait, essentiellement, on n'avait pas directement répondu à Jean Clair, Baudrillard et les autres. On leur avait simplement dit « Regardez où vous êtes allés mettre les pieds ». Et donc, on avait fait un travail d'analyse de cette revue Crisis pour montrer que dans beaucoup de numéros, il y avait des messages cryptés néo-nazis, il faut dire. Par exemple, on avait un très bon article qui analysait tout ce qui était les illustrations graphiques de cette revue. Et on voyait très bien comment il y avait des emprunts aux revues nazies. Voilà. Donc, ça nous a valu d'abord des polémiques sans fin avec le directeur de la revue, Alain de Benoît. Alors, moi, j'ai jamais été hostile, enfin, nous n'avons jamais été hostiles à publier des droits de réponse. Donc, il nous a envoyé des droits de réponse qui occupaient plusieurs pages. Et donc, on répondait, et voilà, pendant plusieurs numéros comme ça. Et puis, évidemment, ce qui était quand même aussi le plus désagréable pour moi, même si j'avais eu des occasions de me bagarrer sur des choix esthétiques avec quelqu'un comme Jean Clair, par exemple, c'était d'avoir à polémiquer aussi avec lui d'une manière un peu insistante. Mais bon, il fallait faire ce travail. Ça correspond en plus au moment, par exemple, dans les régions, il y avait quand même, pour la première fois, des élus du Front National qui quand même s'amusaient. J'ai un exemple, moi, à Rouen, à propos du FRAC, où toute la critique d'art avait trouvé l'exposition de Didier Courbeau nulle. Et évidemment, il y avait un élu Front National qui s'appelait Caboche ou un truc comme ça. Ben voilà, c'est drôle, enfin je le dis, et qui avait utilisé toute la revue de presse de l'expo qui dégommait l'exposition pour dire, vous voyez, vous faites de la merde, puisque de toute façon, la critique d'art, les professionnels sont bien d'accord avec nous. Oui, c'est vrai que c'était une difficulté. D'ailleurs, ça le reste d'une manière moins vive.
Et moi, j'ai le souvenir qu'on avait beaucoup réfléchi à ça, au fait que est-ce qu'il fallait que, disons, le monde de l'art contemporain reste absolument solidaire et s'interdise des critiques si les ennemis en face, les plus virulents et qui, eux, sur des... comment dire, en s'appuyant sur des arguments parfois un peu nauséabonds comme chez Chrysis, attaquaient l'art contemporain en bloc. Alors, je dirais qu'on a louvoyé comme ça, parce que ça nous est arrivé aussi. Alors, bien sûr, là, l'extrême droite attaque l'art contemporain. On défendait l'art contemporain, le principe. Bon, on a appelé art contemporain, finalement, à un moment donné, ce qui s'appelait avant l'art d'avant-garde, disons des formes un peu expérimentales d'art. Bon, là, il fallait parler de l'art contemporain comme d'un tout. Bon. Mais lorsqu'on est à l'intérieur du métier, en fait, et qu'on fait vraiment partie de ce monde de l'art contemporain, on sait bien que tout n'est pas égal à tout, et que notre travail de critique, au contraire, c'est de faire des choix, d'exprimer des opinions critiques, y compris sur des artistes très reconnus de l'art contemporain. Donc c'est toujours une position un petit peu difficile à tenir, mais bon, on essaye de faire en sorte que voilà, on ne soit pas trop en contradiction avec soi-même. Donc après l'art contemporain, la littérature. Alors, je voulais donner l'exemple de Nicolas Genka, parce que c'est un exemple de censure qui s'est appuyé, alors censure d'État, qui s'est appuyé sur une loi qui a servi à un moment donné au pouvoir à censurer sans se mouiller, si j'ose dire, sans dire qu'il y avait vraiment censure. Et puis parce que, pour ce qui est de l'écrivain concerné, c'est quelque chose qui a été très douloureux. Alors, l'histoire, c'est que Nicolas Genka avait publié, je recherche dans mes petites... L'Épimonstre. Et il avait publié l'Épimonstre... Les années 60 non, 70. c'est plus tard que ça. Pardon. Bon, je ne retrouve pas. Alors, c'était en 82. En 82, il a publié ce roman qui s'appelait L'Épimonstre, qui a eu beaucoup de succès dans un premier temps, qui a intéressé beaucoup de gens, à commencer, puis des gens très bien, à commencer par Pasolini, par exemple. Des gens qui voulaient le traduire, d'ailleurs. Qui voulaient le traduire. Bon, il a été soutenu par Cocteau. Le roman racontait une histoire d'inceste entre un père et ses filles. Bon, mais ne comportait pas néanmoins de scènes pornographiques. Bon. Le livre a été interdit, et à l'époque il a été interdit non pas parce que justement il y aurait eu dans ce roman des idées contraires ou des mœurs contraires à la morale, etc. Il a été interdit sur la base de la loi de protection de la jeunesse. Bon, et il faut savoir que cette loi, c'est une loi qui a servi très très souvent à partir de ces années-là, bon, déjà dans les années 70, mais surtout dans les années 80, pour en fait... alors, qu'est-ce que ça veut dire, protection de la jeunesse? Ça veut dire que le livre n'est pas interdit en soi, on a le droit de le publier, simplement, on ne peut pas en faire la publicité, et on ne peut pas... il est interdit à l'affichage et à la présentation. Ce qui veut dire qu'en fait, vous l'enfouissez au fond des caisses et vous le mettez dans un placard. Voilà. Bon. Donc, il y a eu, par exemple, des libraires qui ont essayé de
de braver cette loi et qui ont quand même mis en présentation, en vitrine ou dans leur magasin le livre, et ils ont eu droit à une descente de police parce que ce livre était donc interdit à l'affichage. Bon, ça a été très, très douloureux pour l'écrivain, pour Nicolas Genka. Et puis, il se trouve que quand même, quelques années après, il a publié un nouveau livre, un nouveau roman qui s'appelait Jeanne la pudeur. Bon. Et je crois que, d'une manière très innocente, l'éditeur de Jeanne la pudeur, vous savez comme ça se fait, en face de la page de titre, on met la liste des précédents ouvrages publiés ou écrits par l'écrivain, par l'auteur, et donc il rappelait les Pie-Monstres. Et le simple fait de mentionner à l'intérieur du livre ce livre qui avait fait l'objet d'une interdiction a fait que ce nouveau livre a été lui aussi interdit de présentation, d'affichage. De visibilité, oui. Voilà. Bon. Et je dois dire que bon, Nicolas Genka était quelqu'un d'assez fragile. Je pense que ça l'a beaucoup meurtri. Bon, je peux dire il est mort maintenant depuis quelques années, mais je pense que c'est quelque chose dont il ne s'est jamais relevé. Alors, ce qui s'est passé quand même, c'est que les années ont passé, et puis il y a un éditeur, Exil, qui avait en 99 décidé de braver cette interdiction et de rééditer le livre. Et le livre a été réédité, c'est Jacques Henrique qui avait fait la préface, et il a été distribué, vendu absolument normalement. Là, il n'y a pas eu d'intervention pour le faire interdire. C'est-à-dire qu'il y a eu une tolérance qui s'est exercée. Bon, peut-être parce qu'on considérait que l'interdiction n'était plus, enfin, était portant, en tout cas sur ce livre-là, était obsolète en quelque sorte. Bon. Mais, alors, fort de cette tolérance, l'avocat de Nicolas Genka avait demandé, s'était adressé là au ministre de l'Intérieur pour lui demander de lever l'interdiction. Bon, c'était un ministre de Mitterrand. Et comment dire, ça a été refusé. Le ministre de l'Intérieur de l'époque a refusé de lever cette interdiction. Bon, et ça a été levé après, très très longtemps après. Il voulait continuer la servitude démocratique. Oui, c'est ça. Oui, en quelque sorte. Il n'a pas osé prendre cette décision, alors même que je pense que d'abord il y avait une dimension humaine, je pense, par rapport à l'auteur, et puis que dans les faits, ça ne changeait pas grand-chose, puisque le livre, il y avait même eu de la presse sur cette réédition, bien sûr, et qui racontait l'histoire, la preuve, cet article dans Art Press, mais il n'avait pas voulu déjuger ses prédécesseurs. Ouais. Donc sur présumé innocent. Alors, ouais, là on arrive dans les années 2000. C'est juxtaposé la couverture du catalogue de Présumés innocents, cette fameuse exposition au CAPC en 2000, et puis quelques années auparavant, 1994, la couverture d'un roman de Jacques Henrique, Adoration perpétuelle. Alors, l'histoire déjà du roman, puisque c'est 1994, c'était bon, il se trouve que Courbet, son origine du monde, apparaissait en quelque sorte dans ce roman, et que l'éditeur, je crois même pas bravache, mais en pensant que cette image ne pouvait pas choquer particulièrement, avait choisi de mettre le tableau de Courbet en couverture. Mais elle ne plaît pas aux algorithmes non plus. Pardon ? Elle ne plaît pas aux algorithmes non plus, l'origine du monde, puisque Facebook le censure. Ah bah oui, c'est possible, bien sûr. Ce qui avait valu d'ailleurs la reproduction du tableau avec des petits slips bleus au logo de Facebook. Bien sûr, bien sûr. L'algorithme n'aime pas. Oui, alors, les associations familiales non plus. Et en fait, la première affaire, c'est que c'est un libraire de Besançon qui avait mis
le livre en couverture et il a été dénoncé par une association familiale. Et il a vu arriver dans son magasin des agents de police qui sont venus lui demander de retirer ce livre. Voilà. Alors il faut savoir qu'à l'époque, le tableau n'avait pas encore intégré le musée d'Orsay, et puis que nous, on en avait fait l'expérience parce qu'on avait déjà mis cette reproduction des années auparavant en couverture d'Art Press. Beaucoup de gens pensaient qu'il s'agissait d'une photo, en fait. On pourrait dire que Courbet, là, son réalisme qu'il défendait était si puissant que les gens pas très au courant prenaient ce tableau pour une photographie. Ça a valu que, sa connaissance cette affaire, beaucoup de libraires n'ont pas eu besoin d'interdiction à l'affichage pour planquer le livre, et qu'il a fallu, mais bon, dans les faits, ça n'a pas changé énormément de choses. Là, par contre, pour être honnête, c'est le ministre de la Culture à l'époque, Jacques Toubon, qui était intervenu dans un article du Monde pour défendre le fait que voilà, il y avait pas, c'était pas de la pornographie que de mettre ce tableau en couverture d'un roman. Peut-être il aurait fallu mettre cette photo, je crois, de Doisneau, là où on voit un couple sur une vitrine, et pendant que Madame regarde un objet, le mari a son regard fuyant vers une toile où on voit une femme nue. Oui, c'est ça, peut-être. Oui, oui. Et puis l'autre affaire, c'est celle de, donc en 2000, mais ça a duré très longtemps, l'exposition Présumé innocent à Bordeaux, et ça, je pense que vous avez tous ça en tête. Là aussi, c'est le dernier jour ou l'avant-dernier jour de l'exposition. Alors, bon, je rappelle quand même quelle était la thématique de l'exposition. C'était la représentation d'enfants dans l'art contemporain. On pouvait considérer qu'il y avait peut-être une vidéo un peu choquante, mais elle avait été, mise derrière. Affichée, interdit au moins de 16 ans, je crois. Oui, il y avait une petite affichette qui prenait les précautions de prévenir Il fallait vraiment y aller, quoi. Voilà, oui, c'était comment on peut dire ça, dans un petit cabinet. Quoi, la scénographie faisait en sorte que fallait aller, voilà. Voilà, bon, toujours est-il qu'il y a une association familiale là aussi qui a... D'extrême droite. Oui, qui était en tout cas proche de milieux d'extrême droite. Ça s'appelait La Mouette, je ne sais pas si ça existe toujours, protection de l'enfance. Suivi par un magistrat. Et ils ont eu la malchance de tomber sur un magistrat, en effet, qui était en fin de carrière et qui a peut-être pensé que là, c'était le couronnement de sa carrière, que de poursuivre ces dangereux pornocrates conservateurs du CAPC de Bordeaux. Et une instruction a été ouverte qui a donné lieu à une enquête assez rocambolesque, parce que les enquêteurs n'avaient pas... Interpol a été mis sur le coup, puisque c'était une exposition internationale qui avait des artistes américains. Les enquêteurs, n'ayant pas l'habitude de ce genre d'affaires, n'ont pas eu l'idée, par exemple, d'aller consulter les fiches de prêt au musée pour retrouver les auteurs de ces images horribles. Et donc, ils ont envoyé des enquêteurs au fin fond des États-Unis, frapper à la porte de gens qui étaient simplement des homonymes des artistes participants dans l'exposition. Bon, ça a duré quand même 10 ans, bon, pour finalement aboutir enfin. Le vieux procureur était parti à la retraite. Il avait été remplacé par une femme un peu plus jeune et un peu plus compréhensive, et qui a conclu qu'il n'y avait pas lieu de faire un procès. Donc ça a été quand même 10 ans de bagarre juridique pour ces conservateurs.
c'est très dur quand même. L'association était très active, puisque dès qu'il y avait un événement, ils manifestaient. Alors, ce qu'on disait toujours quand ces associations se manifestaient, c'est qu'on voyait bien que pour elles, si elles insistaient tellement, si elles faisaient tellement de publicité d'ailleurs autour de leurs actions, c'est qu'en fait, elles avaient besoin de cette publicité justement, que c'était autant pour faire connaître leurs activités que pour combattre cette exposition en particulier ou ces responsables en particulier. Voilà, c'est qu'ils s'appuyaient sur une exposition, sur un livre, sur un magazine, un film, pour faire valoir leurs propres activités et leurs propres actions. Après, on passe à... Alors bon, ça c'est tout un numéro hors série qu'on a consacré aux faits de censure pour justement commencer à répertorier un peu toutes les formes que prenait aujourd'hui la censure, qui était sans doute de moins en moins une censure d'État, qui était de plus en plus une censure qui venait de l'initiative d'associations, voire de particuliers. Bon. Et puis on abordait aussi la question de l'autocensure, parce que c'est devenu aussi un sujet très, très important, et on avait dans ce numéro un article assez amusant d'Emmanuel Pierrat, qui est avocat, et qui parlait en quelque sorte de ses activités quasiment schizophréniques, parce que il peut être en tant qu'avocat défenseur d'un auteur ou d'une maison d'édition victime de censure, mais il peut être aussi celui qui, à l'intérieur de cette maison d'édition, exerce une censure, parce qu'on va lui soumettre préalablement, avant la publication, un manuscrit, et il va dire, ah là par exemple, tel passage, ça peut vous valoir telle amende, tel autre passage, mais en même temps, c'est un spécialiste de Sade, donc c'est pas grave. Oui, alors il joue avec ça, bien sûr, mais enfin, voilà, il est souvent consulté pour prévenir l'éditeur et l'auteur des dangers qu'il prend, et qui peuvent avoir pour conséquence qu'on caviarde le manuscrit. Donc c'est aussi exercer une certaine forme de censure, enfin de contribuer à l'autocensure de l'auteur ou de l'éditeur. Voilà. Et puis je voulais terminer sur des images gentilles. Voilà, deux images très gentilles. Il y en a une, ça représente une de ces fameuses œuvres que Jeff Koons a réalisées du temps où il était marié avec la Cicciolina. Et puis l'autre, c'est une photo de Paul Armangette. Et voilà, je voulais finir là-dessus, parce que je trouve au moins une de ces images est assez jolie quand même, hein, celle de Paul Armangette. Là aussi, je suis sûre qu'on la republierait aujourd'hui. On aurait peut-être affronté quelques protestations, parce que le corps caché, le corps caché par les pétales de rose est très jeune. Il faut dire, c'est une très jeune fille ou femme. Mais voilà, c'était deux couvertures qui sont passées comme une lettre à la poste. Personne ne nous a reproché quoi que ce soit à l'époque. Et le numéro avec Paul Armangette en couverture, c'est par hasard le premier numéro bilingue qu'on a publié en 92. Et on est allé faire une présentation de cette édition bilingue à New York. Et je me souviens que on a fait le numéro, on l'a préparé comme d'habitude, et puis on est arrivé à New York, on a ouvert les cartons, et puis là on s'est rendu compte de ce qu'était l'image qu'on avait choisie pour la couverture, et on s'est dit, oh là là, par rapport au public américain, très puritain, comment ils vont prendre cette couverture, mince, on a fait une bêtise et tout ça. Mais en fait non, ça a été, non, il n'y a pas eu de souci, le numéro n'a pas été contesté ni interdit. Voilà. C'était pour les 30 ans d'Art Presse qu'il y avait eu cette magnifique soirée au Centre Pompidou où c'est Fabrice Hibert qui avait projeté un film. Est-ce qu'aujourd'hui, ou pour les 50 ans, ce serait possible de
J'espère que oui, bien sûr. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Vous pouvez raconter le film? C'est très facile de raconter le film de Fabrice Hibert, mais en fait, on avait fait, je crois, 2 ou 3 soirées d'événements au Centre Georges Pompidou pour cet anniversaire d'Art Presse. Et un de ces événements, enfin une de ces soirées, on avait décidé de projeter que des films pornographiques faits par des artistes. Il y avait Vincent Corpet, il y avait aussi Fabrice Hibert. Oui, il y avait Clarisse Anne, Anne. Qui présentait comme ça, qui avait fait un documentaire sur une jeune maîtresse SM. Et puis il y avait ce film très très long de Fabrice Hibert qui était un coït. Qui n'en finissait pas. Dans les vignes. Dans des vignes, voilà. Et ça durait, je ne sais pas, 1h30. Voilà, avec une femme blanche et un homme noir. Voilà, il y avait une femme blanche et un homme noir, exact. Oui. Bon, donc on avait publié on avait projeté qu'un extrait. Hein, on n'a pas tout publié, tout projeté. Mais voilà. C'était très très intéressant, c'était de voir la salle. Ah oui, peut-être. Et les officiels. Oui, peut-être. Mais il faut dire que, bien sûr, on n'a pas fait ça en sauvage. Hein. On avait prévenu, c'était Bruno Racine qui nous accueillait à l'époque en tant que président du Centre Pompidou. Et on lui avait dit, voilà, c'est ça notre projet, on va projeter ça. Non, il avait accepté ça très, très gentiment. Voilà. J'enchaîne là-dessus parce que je trouve que maintenant, dans la presse, il y a de moins en moins d'images pornographiques, justement. Oui, c'est vrai. Ou érotiques. Et ça, je trouve ça dommage. C'était aussi un intérêt de l'art, de travailler le médium artistique. On ne l'a jamais fait gratuitement, on l'a fait parce que soit il y avait des œuvres qui s'y prêtaient, là, par exemple les 2 exemples qu'on a sous les yeux, c'est peut-être les artistes même qui traitent moins directement comme ça, en tout cas sous cette forme des questions sexuelles. La sexualité est abordée, mais je pense d'une manière très différente aujourd'hui. Il y a ça. Voilà, on n'a pas eu non plus affaire peut-être à des actes de censure ou aussi, voilà, qui de même nature que ceux que j'ai évoqués là tout à l'heure. Donc, c'est par exemple, on pourrait imaginer une chronique. On le fait pas. On n'a jamais fait un numéro d'Art Presse avec des images pornographiques en disant tiens, on va mettre un peu de porno dans Art Presse. Mais il y a Christophe Beer qui tient une très belle chronique dans Mauvais Genre sur France Culture. Il pourrait... Oui, c'est pas... non, on n'est pas des obsédés. Hein. Ok. Voilà. Donc Alors, bon, le titre, qu'est-ce qu'on a le titre de notre intervention, c'était les censeurs. Les censeurs ont changé de camp. Alors bon, peut-être que maintenant on peut parler, mais là j'ai pas d'image. Parce que il n'y a pas d'image pour ça, si on peut dire. C'est voilà ça pose une question. Des demandes de censure qui, heureusement, jusqu'à aujourd'hui, sont sans trop d'effet, sauf celui de l'autocensure, et qui proviennent de la société civile, quand même, et qui touchent, qui sont des émanations de ce qu'on appelle le néo-féminisme ou de l'antiracisme. Voilà, on voit bien tout cet énervement qui s'est manifesté autour de certaines images, de certaines œuvres d'art ces derniers temps et qui réclamaient de la censure. Et il y a aussi le phénomène, peut-être, pour qu'on discute, est-ce que l'artiste, parce que pour aujourd'hui, là, j'ai vu que les CSP, par exemple, les classes socio-professionnelles, avant 1994, les artistes étaient mis dans une case à part avec les curés et les militaires. Oui. Après 1994, ils ont été mis dans la case, je crois, c'est travailleurs supérieurs intellectuels, CSP+, etc. Donc il y a aussi la question de savoir, est-ce que l'artiste est devenu un travailleur comme un autre ? Donc, et obligatoirement, il est sujet à être plus des devoirs. Il aurait des devoirs par rapport à son clan,
à son groupe, à sa communauté, à son identité. Et d'une certaine manière, ce phénomène-là, on oublierait qu'un artiste, c'est d'abord une personnalité avant d'être une identité, avant d'être un genre, ou pas, et qu'il y a peut-être d'autres critères d'évaluation du travail de l'artiste que vraiment son œuvre. Et que c'est maintenant, ça doit être lié à son genre, à son identité, oui, à son groupe, à sa couleur, etc., et plus du tout à son œuvre. Oui, enfin, bon, ça, c'est une vision extrême, quoi. C'est si tout se passe mal, on en arriverait là. Bon, mais... moi, je le ressens dans les écoles d'art. Je pense que, oui, je pense bien que vous me posez la question pour ça, mais en fait, j'aurais une double réponse. C'est pas que je veuille me défiler, mais je pense que tout dépend de la manière dont l'artiste lui-même se place par rapport à la société. Alors, moi, je pense qu'il y a toujours des artistes qui sont des individualistes absolus et qui entendent faire, dire avec la plus grande liberté possible ce qu'ils ont à faire et enfin à dire. Bon, donc et puis il y a ceux qui se pensent d'emblée. Et ça, c'est vrai qu'on a beaucoup vu ça. Ça s'est accentué peut-être par rapport à l'époque des avant-gardes que j'évoquais au tout début, où vraiment on avait affaire à des artistes qui se sortaient de la société et des obligations vis-à-vis de cette société qu'a un citoyen pour affirmer ce qu'ils avaient à faire. C'est vrai que depuis un certain nombre d'années, on voit de plus en plus oui, ce que j'appellerais, moi, enfin, c'est pas moi qui ai inventé la formule, mais des artistes organiques, comme Gramsci parlait de l'intellectuel organique, celui qui a vraiment un rôle à jouer comme ça au sein de la société. Moi, j'admets qu'il y en ait qui travaillent dans cet esprit-là. Bon, disons que moi, personnellement, en tant que critique d'art, ça m'intéresse un peu moins. Bon, je préfère les individualistes. Ceci dit, je pense aussi que même si on est un individualiste, il faut assumer la liberté qu'on se donne. Bon, et que moi, je suis toujours un petit peu gênée quand je vois des artistes ou des intellectuels, des écrivains réclamer une liberté d'expression absolue. Bon. Comme si le fait d'avoir produit une œuvre d'art, écrit un roman, les sortait de la loi. Non. Vous prenez le risque, vous écrivez quelque chose qui transgresse les lois, par exemple, bon, vous le savez, vous savez que vous exposez à des sanctions. Voilà. Et il ne faut pas pour autant réclamer une immunité comme ça absolue. Ça, moi, je pense qu'il faut que peut-être dans l'atelier ou face à son ordinateur, on se donne le maximum de liberté qu'on a envie de se donner, mais à partir du moment où ce qu'on a produit en face à face avec l'ordinateur ou dans son atelier, eh bien, on le rend public. Là, il faut accepter qu'il puisse y avoir des conséquences. Bon, ça, c'est ma réponse. Maintenant, bon, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si, mais il y a une tendance assez lourde aussi qu'on retrouve et qui, d'une certaine manière, c'est pas forcément une censure. Je dirais que c'est avant la censure, c'est-à-dire que pour moi, l'art, ça a toujours été quelque chose qui permettait de s'arracher de ses coutumes et de ses traditions. Mm-hmm. Voilà, c'est un de mes critères d'évaluation. Et là, la censure, elle se fait avant, parce que maintenant, on est obligé de dire avant de créer quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il n'y a plus de forme. Il n'y a plus tellement de formes. Peut-être qu'on a une période où la forme est accessoire. Voilà, je pensais que l'art, moi, c'était une histoire des formes. Mais peut-être je me trompe. J'ai le droit de me tromper aussi, comme ces personnes-là, et qu'on était en amont contrôlé, voilà, contrôlé tout de suite par ce que l'on est.
C'est-à-dire pas qu'on est un artiste, mais qu'on est un homme noir, une femme blanche, pauvre. Ça c'est marrant, on l'oublie beaucoup en ce moment. On n'a plus le droit de critiquer les religions, etc., etc. Et que c'est avant la censure. Oui, mais pas pour tout le monde. Moi, je pense qu'il y a quand même des artistes qui, heureusement, continuent de créer en échappant à ce contrôle. Bon, c'est drôle parce que, en fait, quand je suis arrivée tout à l'heure à l'école, j'ai vu qu'il y avait une petite affichette qui annonçait notre soirée, là, de maintenant. Et puis, il y avait une autre affichette, alors je sais pas, j'ai pas bien lu, j'ai pas eu le temps de voir, qui concernait aussi cette soirée, et où la personne qui avait conçu cette affichette avait sorti une phrase que j'ai donnée dans une interview récente qui avait été publiée, je crois, l'été dernier. Et la phrase, c'était « Zut, j'ai les mêmes lectures que Éric Zemmour ». Bon. Et c'est moi qui parle, hein. Le zut, c'est moi qui le dis. Alors, en effet, c'est une phrase que j'ai en effet prononcée, mais il y avait une autre phrase juste avant qui était coupée sur cette affichette. Et en fait, je parlais d'un auteur que j'avais lu pendant le confinement et que j'avais trouvé absolument passionnant, qui s'appelle Erich Fromm, qui était un philosophe, mais pas le plus connu, de l'école de Francfort. Donc on ne pouvait pas le soupçonner d'être quelqu'un de droite. Bon, et puis peut-être qu'il est moins connu parce qu'il a émigré assez tôt aux États-Unis. Et bon, voilà. Et il a publié un livre qui est particulièrement intéressant d'analyse le titre c'est « La peur de la liberté », d'analyse dans nos sociétés modernes, de cette peur d'être seul dans sa pensée, dans ses actions, de la part des individus. Et alors, son analyse faisait valoir le fait que les gens n'appartiennent plus ni à des communautés religieuses, ni à des communautés professionnelles comme elles étaient très structurées par exemple au Moyen-Âge ou sous l'Ancien Régime. Bon, et où même en quelque sorte la communauté familiale pesait de moins en moins et que les individus ont gagné une liberté absolument immense par rapport à tous ces ensembles, tous ces groupes. Et la conséquence de ça, c'est que l'individu isolé a peur. Et il expliquait, lui, à l'époque, puisqu'il en avait été pour une part la victime, la montée du nazisme, le fait que l'individu apeuré par sa propre solitude se réfugie sous la protection d'un maître, d'un dictateur, etc. Bon. Et j'avais trouvé cette analyse très, très intéressante parce que je pense, alors Dieu merci, nous échappons aujourd'hui à un dictateur, bon, mais le pouvoir que prennent ces groupes de pression, ce fait... moi, j'avais été... pourquoi j'ai lu ce livre? Parce que une chose qui m'avait beaucoup frappée dans le mouvement MeToo, c'était cette expression MeToo, moi aussi. C'est-à-dire, c'était le désir des femmes qui s'inscrivaient dans ce mouvement de rejoindre un groupe, voilà, et d'adopter d'ailleurs très souvent le langage de ce groupe sans chercher... en elles-mêmes leurs propres arguments à partir de leur propre expérience, etc. C'était le MeToo, c'était le besoin d'échapper en quelque sorte à cette chance que nous avons d'être des individus libres pour rejoindre un groupe et se soumettre à un discours qui est propre au groupe. Voilà. Donc j'ai trouvé cette analyse d'Erich Fromm qui m'aidait un peu
à comprendre certains phénomènes aujourd'hui. Et il se trouve que, alors moi j'ai lu ce livre parce qu'une amie me l'avait prêté, qu'on ne le trouvait plus, que c'était devenu un livre impossible à trouver ou qui valait une fortune sur Amazon. Et puis, il y a eu une réédition très récente. Il y a sans doute un éditeur qui a compris l'actualité aussi de ce livre. Il y a une réédition et Éric Zemmour, dans le Figaro, saluait cette réédition. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à avoir les mêmes lectures que Éric Zemmour. Mais je dis ça parce que c'est cette réponse au besoin de rejoindre un groupe. Voilà, le besoin de rejoindre un groupe. Ouais. Donc le groupe, ça peut être un mouvement militant féministe, ça peut être un mouvement militant identitaire, ça peut être... voilà. Mais ça, on ne peut pas être contre. C'est bien d'être dans le collectif, etc. Non, bien sûr que je suis... On ne peut pas être contre, non, mais simplement quand ce groupe devient... c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Il y aurait plus que les gens bien, il n'y aurait plus que les gens mauvais... Il n'y a plus de milieu, il n'y a plus de nuance, il n'y a plus de gris. Oui, c'est même pas ça. Le monde est tellement binaire, alors non, ça tombe bien, l'informatique est binaire, mais... Pardon Christophe, c'est même pas ça. C'est que la manière dont actuellement de tels groupes s'expriment, c'est par une demande de censure. C'est ça le problème. Enfin, moi, les quelques exemples que j'ai pu commenter ces derniers temps dans Art Press, dans des éditos d'Art Press, c'était des demandes d'interdiction. Quand on a voulu interdire une représentation de Sophocle, comme ça, parce que simplement les acteurs portent à la mode grecque, portent des masques, et que c'était assimilé à du blackface, là c'est parce que... alors du coup, d'ailleurs, ça a eu pour effet... bon, il n'y a pas eu de censure vraiment, mais le metteur en scène a préféré dire pouce, pour l'instant, je remets à plus tard. C'est quand il y a un effet de censure, c'est-à-dire que quand l'expression de ce groupe demande l'interdiction de l'expression des autres avec qui ils ne sont pas d'accord. C'est ça le problème. Moi, je m'en fiche, tout le monde peut dire ce qu'il veut, du moment qu'on laisse les autres parler aussi. Mais non, mais c'est la dérive qui est un bien peu... sûr, bien sûr, c'est ça. Alors, c'est une chose, d'ailleurs, moi je pense que c'est la chose la plus... Enfin, une des choses les plus intéressantes sur lesquelles s'interroger aujourd'hui. C'est pourquoi ces mouvements d'opinion, ces groupes d'opinion, se manifestent essentiellement par des demandes d'interdiction, les féministes qui demandent qu'on sorte tel tableau des musées, voilà, une pièce de théâtre qu'on veut interdire, etc. Donc pourquoi ça ne se manifeste que dans de la demande de censure? Bon, j'ai un début de réponse, mais on ne peut pas dire que j'ai vraiment... je n'ai pas écrit un livre sur le sujet. Bon. Mais ce que je crois, c'est que il n'y a pas de... Ce ne sont pas des pensées structurées. Ce ne sont pas des pensées qui sont alimentées par une réflexion philosophique, ou par une analyse historique. Ce sont des mouvements qui paraissent ne répondre qu'à des réactions presque, je dirais, instinctives, sans analyse, comme ça. Voilà. Pourtant, ils revendiquent, certaines personnes revendiquent l'héritage de Derrida, de Lyotard, de Deleuze, puisque la French Touch théorie serait arrivée aux États-Unis dans les universités américaines. Oui, mais je ne sais plus qui disait que les théoriciens américains avaient lu une mauvaise traduction de la théorie française. Et de Michel Foucault, puisqu'on est en rencontre de Michel Foucault. Bien sûr. Donc, non, mais je ne vois pas beaucoup de pensées naître de ces mouvements. Enfin, en tout cas, peut-être qu'ils se revendiquent de Derrida, ou je ne sais pas. Bon. Mais en tout cas, ils ne produisent pas eux-mêmes de pensée. Enfin, j'ai pas lu, j'ai pas vu. D'Angelo, elle se revendique d'une pensée. Qui D'Angelo, si j'écorche pas son nom, c'est celle qui a écrit le livre où tous les Blancs doivent faire acte de pénitence et de contrition. Et de toujours s'excuser quand une personne blanche rencontre... Et vous appelez ça de la théorie, vous ? Elle se revendique comme théoricienne.
Bah, d'accord. Enfin bon, que j'ai pas lu, donc je jugerai pas ça. Mais ce qui ne plaît pas du tout à Tania de Montaigne, d'ailleurs. Oui, ni à Rachel mais bon, Kahn. non, je trouve que c'est beaucoup, qu'il y a beaucoup de langue de bois, quoi. Voilà, c'est ça. Et on devrait s'interroger là-dessus, en fait. Enfin, et après, on va donner la parole à la salle. La langue de bois, c'est quand même... par exemple, quand on est enseignant dans une école d'art aujourd'hui, alors c'est bien parce que souvent on a du mal à faire participer les élèves, mais je cite toujours cet exemple qui me fascine, c'est qu'un jour, ben, je vais parler de moi, mais un jour je faisais un cours sur la perspective à l'époque de la Renaissance, et j'expliquais très rapidement que la perspective, voilà, c'était la perspective cavalière, le prince sur le cheval, et que ça avait changé le point de vue, qui se déplaçait légèrement du point de vue divin sur la nature, du point de vue du prince qui maîtrise finalement tout le monde et la nature. Et il y a une jeune étudiante qui a levé la main et qui m'a dit « Monsieur, vous avez tort, la perspective a été inventée par les mâles pour dominer les femmes. » C'est ça la langue de bois, non? Et donc là, je lui demande, c'est quoi vos arguments? Et la jeune femme me dit, c'est votre camarade professeur qui l'a dit hier. Et là, ça s'est clos, il n'y a pas eu débat. C'est-à-dire qu'on ne peut plus parler. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est la dispute, comme au 18e. On échange des arguments. C'est génial de ne pas être d'accord. Il y a comme ça qu'on peut, en tout cas pour les élèves, eux peuvent se créer leur point de vue. Mais quand on arrive là, et que si on dit un mot de travers, on est catalogué tout de suite blanc, hétéro, crâne chauve, marié, 2 enfants. Mais oui, moi, je les emmerde, j'ai le droit d'être marié, d'avoir 2 enfants et d'être chauve et d'être blanc. Oui, mais en fait, ce que vous venez de dire ne fait que conforter mon point de vue, si je puis dire, hein, si j'ose dire, parce que il me semble que normalement cette étudiante qui vous reprochait de faire une erreur sur l'invention de la perspective, elle aurait dû à ce moment-là produire une argumentation, en effet, en s'appuyant, peut-être pas qui lui serait propre à elle, mais en s'appuyant sur des écrits, sur des analyses qu'elle aurait pu lire chez tel ou tel auteur. Bon, et c'est comme ça qu'on structure sa propre pensée, c'est-à-dire c'est comme ça, c'est parce qu'on lit des auteurs avec lesquels on est d'accord, pas d'accord. En effet, on fait... pour soi-même, avec le livre, sa propre dispute, en quelque sorte. Bon, et il en sort une opinion singulière. Bon, et c'est ça qu'elle n'a pas fait. Or, bon, quand même, je pense que si on est étudiant, c'est la première chose à faire, quoi, en fait. Mais quand c'est on de se parle confronter aux auteurs qui existent et d'affiner sa pensée par rapport aux arguments qu'ils avancent eux. Voilà. Mais enfin bon, c'est un peu, c'est des banalités. Oui, c'est des banalités, mais comme le thème c'est la censure a changé de camp, elle est là. La censure devient vraiment appuyée sur 0 argument, quoi. Au moins, Druon, il avait la servitude démocratique. Ah oui, oui. Voilà. Mais, on peut peut-être passer la parole à la salle. C'est bien ces 2 images-là. Ah oui, c'est gentil. Ah, censure, là. Il y a la censure. Si vous posez la question, vous aurez le droit de baisser un peu le masque, donc de respirer un petit peu comme ça. Donc je vous encourage à poser des questions. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je me pose beaucoup la question de l'altérité et je trouve que pendant des années, on a, depuis très longtemps, en fait, on se bat beaucoup pour respecter et reconnaître l'altérité des minorités.
Et ce qui me surprend beaucoup actuellement, c'est que j'ai le sentiment que ça change de camp et qu'en fait on est sur des minorités qui ne veulent plus reconnaître l'altérité de majorité. Enfin, moi j'ai un métier où je rencontre des gens de tous milieux, et notamment des gens de milieu populaire, et je suis très surprise du fait qu'en fait c'est comme s'il n'existait plus, puisqu'en fait les minorités qui sont mises en avant sont souvent quand même des minorités très, très élitistes, très intellectuelles, et qui ont accès à des médias qui leur permettent d'être visibles, et que du coup il y a des majorités entières qui sont totalement niées, et je me pose vraiment la question de la reconnaissance de l'autre, de l'existence de l'autre, alors au sens large social, hein, au-delà de l'aspect artistique. J'ai l'impression que souvent, enfin, les artistes ont eu pour souci d'ouvrir l'esprit de tous, et là on a l'impression que c'est inversé, on ferme l'esprit, puisque en fait c'est inaccessible à énormément de personnes. Et ce problème est-ce qu'il faut pour exister absolument nier totalement les autres? Je ne sais pas si je vais aller dans votre sens, mais moi, dans ces mouvements identitaires ou féministes actuels, ce qui me frappe beaucoup, c'est le narcissisme, en fait. C'était un de mes premiers éditos dans Art Press sur le mouvement MeToo, c'est que j'étais très choquée par l'écart qu'il y avait. Je vais commenter une une du Monde où la place consacrée à je ne sais plus quelle déclaration, fait comme ça dans le cadre du mouvement MeToo, avait plus d'importance qu'un attentat en Égypte qui avait fait 80 morts la veille. Et ça m'avait beaucoup choqué qu'un journal comme Le Monde, en une, traite avec cette disproportion de deux événements qui me semblaient quand même pas à mettre sur un plan d'égalité. D'un côté, un acte terroriste avec 80 morts, et puis de l'autre côté, une histoire de starlette qui avait été suffisamment naïve pour être abusée par un producteur de cinéma, quelque chose comme ça. Et après, pendant tout le temps de ce mouvement, moi je sais que j'ai fait beaucoup d'interventions en public, pas tellement en France d'ailleurs, mais plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, sur cette question-là. Je n'ai jamais vu apparaître vraiment de préoccupation dans ces mouvements pour la condition des femmes en Syrie ou dans des pays quand même où ça doit être encore plus difficile, ou en Afghanistan par exemple, où ça doit être quand même beaucoup plus difficile d'être une femme qu'à New York, Los Angeles ou Paris. Bon. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez choquant, parce que moi, j'appartiens à une génération, je disais tout à l'heure, j'ai pas fait beaucoup de manifs dans ma vie, mais enfin, je suis entourée d'amis qui ont beaucoup manifesté, et puis on a toujours été très concernés par ce qui se passait très loin ailleurs dans le monde. Bon, les luttes, le Vietnam, tout ça, c'est dans notre culture. Et en fait, on a l'impression que ces mouvements identitaires ignorent complètement ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc moi, je pense que c'est très, très narcissique. Et ce qui signe en plus ce narcissisme, c'est cette notion aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous a frappé dans les discours, cette notion du ressenti. Voilà. Ce qu'il faut faire valoir, c'est son ressenti. Bon, mais le ressenti, il faut le relativiser par rapport, comme vous disiez, aux autres. Voilà. Et quel serait le ressenti d'une femme arrivant de Syrie et voyant à quoi ressemblent ici certaines revendications des féministes? Ça, je me pose la question. Donc,
Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de narcissisme dans ces mouvements, en fait. On dit identitaire, mais je me demande des fois s'il ne faudrait pas dire des mouvements narcissiques. Bonjour. Vous prenez l'exemple du féminisme et des mouvements MeToo, mais que dire à ce moment-là, je ne sais pas, d'un mouvement de revendication sociale ou syndicale qui s'occuperait d'une situation d'ouvrier ici et maintenant. Est-ce que ça vous paraîtrait aussi narcissique? Parce que si on le compare avec la situation d'enfants qui travaillent dans des usines en Indonésie, ça peut paraître aussi un petit peu nombriliste. Donc je suis un petit peu gênée par cette différence que vous apportez. Non, non, bien sûr que non. Je pense qu'un mouvement social... il a sa raison d'être, en fait. Je vais pas. Là, c'est autre chose parce que ça joue sur des identités culturelles. C'est un peu différent. Non, bien sûr que je vais pas m'exprimer contre les mouvements sociaux. Ça serait absurde disons, d'utiliser les mêmes outils d'analyse pour tous les mouvements, tous les regroupements. Là, on parlait de mouvements dans la culture, on ne parlait pas de mouvements de revendication purement sociales. Si je puis me permettre, les revendications féministes qui sont portées aujourd'hui, effectivement, qui peuvent être portées par des femmes ici en France, elles ont aussi des raisons d'être. Elles sont également justifiées. Et c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs qu'elles ne devraient pas être. Alors, je vais aller dans votre sens. Je vais vous dire, je trouve que bien souvent, ce qui, ressortait, en tout cas, ce que la presse en reflétait, du mouvement MeToo, ne reflétait justement pas ce qui pouvait être le problème de femmes dans des milieux sociaux qui n'était pas celui des artistes de cinéma ou des milieux, vous voyez, comme on dit, privilégiés, comme ça. Bon, moi, je trouvais que c'était vraiment beaucoup des problèmes de pauvres petites filles riches qui s'exprimaient à travers de ces articles, de ces interviews qu'on pouvait lire dans la presse. Et j'avais l'impression que, en fait, c'était très décalé par rapport à ce que peut être... J'ai parlé de la Syrie et de l'Afghanistan, mais c'est sûr que je pourrais aussi parler de certains milieux sociaux en France où, en effet, la condition des femmes est sûrement pas la même que celle des actrices de Los Angeles. Voilà. Donc, si je peux non, je suis pas ignorante de tout ça. Et je répète, moi, j'interviens dans un milieu qui est le milieu de la culture, des effets que certains mouvements identitaires peuvent avoir dans le domaine de la culture. Je ne me mêle pas de questions sociales, c'est pas mon métier. Si je peux rajouter, justement, j'ai l'impression que les mouvements identitaires oublient la dimension sociale et l'aspect matériel. Parce que au lieu de s'intéresser comme ça, effectivement, moi je corrobore pour... mes camarades avec qui on a des disputes sur ces sujets qui sont plutôt néo-féministes oublient souvent leurs conditions. Et je rejoins, c'est souvent plutôt des gens aisés et qui n'ont pas trop de soucis à vivre matériellement, alors qu'il y a quand même, ne serait-ce que chez les architectes, les femmes sont payées 30% de moins, alors qu'ils ont le même diplôme, ils font le même métier. Donc peut-être au lieu d'aller reprocher l'aspect identitaire, je suis d'accord avec vous, ce serait peut-être bien d'aller revendiquer davantage sur l'aspect matériel et d'oublier nos différences ou sur l'aspect, sur le sexe, etc. On est dans nos milieux, enfin moi je considère qu'on est tous acquis à la cause. Après, il y a des dérives de certaines personnes, il faut les sanctionner si ils vont au-delà des lois. Catherine a très bien parlé des lois, mais il y a un moment donné, faire la révolution dans la cour de récré
où on est tous d'accord et on est tous, ça va très bien pour vivre, je ne sais pas si ça va faire avancer, à moins que ce soit des néolibéraux qui pensent que le ruissellement, comme notre cher président, fonctionne. Je ne pense pas que ça va ruisseler au Pakistan, au Bangladesh, en Iran, en Afghanistan, etc. Ça alimente plutôt les extrémistes fanatiques de tous bords que de trouver un sens commun à la vie ensemble, au vivre ensemble. Oui. Vous avez évoqué le fait qu'il n'y a pas vraiment de pensée, souvent, derrière ces interventions, qu'il y a un effet de déstructuration, en fait. Et moi, je me dis, donc c'est la question de l'esprit critique aussi qui est en jeu. Et je ne pense pas qu'à l'école, depuis 50 ans, je ne pense pas qu'on enseigne moins l'esprit critique, en fait. Enfin, en tout cas, ça serait quand même un peu facile de dire, voilà, les enfants ont perdu ça parce qu'il n'y a pas toute cette éducation. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui qui fait qu'on est moins à même d'être dans ce dialogue, cette écoute et de développer son esprit critique? Est-ce que l'école doit avoir un rôle encore plus important? Ou, voilà, ça se joue quand même aussi dans la communauté éducative, entre la famille et l'école. Donc, voilà, est-ce que ça se perd? Est-ce qu'on doit se battre plus pour ça? Comment on le structure? Est-ce que c'est... Voilà. Ou alors est-ce qu'on est totalement pessimiste et on se dit de toute façon maintenant on va être complètement séparés les uns des autres et on n'arrivera plus à s'entendre? Malheureusement, je n'enseigne pas, je n'ai jamais enseigné, je ne suis pas sûre d'être la bonne personne pour répondre. Moi, j'entends quand même autour de moi des enseignants qui se plaignent un peu des difficultés à enseigner. Juste avant de venir, on avait cette conversation. Alors Christophe en parlerait peut-être mieux que moi, d'amis à lui, professeurs, et à qui malheureusement l'académie fournit des programmes qu'il trouve indigents. Il est prêt à Donc penser. c'est ça, enfin, je parle sous sa responsabilité parce que... Et puis dans les écoles d'art, en tout cas, je ne vais pas généraliser sur toutes les écoles d'art, mais sur celles que je connais bien, on a eu une intervention quand même de notre directeur à un moment, quand on a fait venir Catherine, il y a 2 ans, pour son livre sur Aimé Lawrence. Il y a eu un espèce de volonté de boycott, avec des mails d'une violence assez extrême, vraiment l'idée de censurer. Et heureusement que le directeur est intervenu, heureusement que le directeur a fait... Alors, peut-être que le directeur représente l'autorité, qu'il faut aussi combattre l'autorité, ça c'est un autre sujet, mais il a fait un mail en disant « On est dans une école d'art, de libre pensée, d'esprit critique, où tout le monde a le droit de venir expliquer son point de vue. Si vous censurez ça, vous êtes comme autant aller au Stalag, quoi. » Ça a marqué. Les personnes sont venues, ont posé des questions à Catherine, dans une courtoisie, avec diplomatie, on a évoqué tous les sujets, et là, il y a pu avoir l'esprit critique. Mais ça, c'est quelque chose qui a tendance à se perdre. Alors que, moi, là, je parle d'une école d'art. Théoriquement, l'école d'art, pour moi, c'est le dernier endroit où, justement, on peut être autodidacte dans une institution, on peut être tranquillement anarchiste institutionnel, comme dirait Philippe Corcuff, qui fait un très bon livre que je vous conseille, hein, La Grande Confusion, comment l'extrême droite a contaminé l'extrême gauche, et comment l'extrême gauche utilise justement tous les arguments de l'extrême droite, et c'est bien dommage, comment cet esprit critique doit perdurer. Et puis dans les lycées, de toute façon, c'est des machines, les programmes sont des machines que les profs doivent répéter, ils ont une marge de manœuvre très 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 petite, sinon la hiérarchie technocratique fait son travail, et donc c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je vais compléter d'une autre façon un peu ce que vient de dire Christophe. Je crois qu'on est dans une période particulièrement difficile parce que, je ne sais pas, là aussi, les moins jeunes d'entre vous se souviendront peut-être de ce qu'on disait il y a quelques années. Il n'y a plus d'utopie. D'abord, c'est la fin des idéologies, bon, et il n'y a plus d'utopie. Bon. Alors, il faut faire avec. Et nous, la génération qui avions connu les idéologies et les utopies et qui en étions revenus, eh ben, bon, on se sentait, on voyait bien arriver la crise. Bon,
Mais en même temps, on n'en souffrait pas trop puisqu'on avait en quelque sorte traversé une période voilà, qui nous avait mis en ébullition pendant laquelle on avait cru en quelque chose. Bon. Arrivent d'autres générations qui se trouvent dans cette situation, dans ce non-héritage, où en effet, il n'y a plus d'idéologie, et que je vois inventer ou mettre en place de nouvelles utopies, parce que rêver d'un monde où il n'y aurait plus jamais aucun geste de violence, et notamment de violence d'un homme sur une femme, c'est évidemment une utopie, et même d'imaginer qu'il puisse y avoir de la sexualité dans l'humanité sans qu'il y ait de la violence, eh ben, malheureusement, ça aussi, ça relève de l'utopie. Bon. Mais qu'on n'a plus... Alors, je comprends que de nouvelles générations aient besoin quand même de croire en quelque chose, aient besoin d'une utopie. Moi, j'ai un jour un jeune collaborateur qui m'a dit, à propos de cette histoire de ce mouvement MeToo, etc., et que ce que ça imposait de modifications de comportement de la part des hommes, on est en train de voir arriver un homme nouveau. Il m'a dit ça. Et moi, ça m'a rappelé l'époque Mao. Ça m'a rappelé l'époque où les Mao disaient, oui, en brandissant le petit livre rouge, Mao est en train d'inventer un homme nouveau. Bon. Et donc ça m'a fait très bizarre, et je n'ai pas poursuivi la conversation, mais en fait, j'avais vraiment envie de lui dire, mais non, l'homme, il sera toujours l'homme, et il y aura toujours... et le mal sera toujours là, il y aura toujours du mal dans l'humanité, des mauvais sentiments, des mauvaises actions, etc. Bon. Mais c'est une utopie, ce sont des utopies aujourd'hui qui, en effet, puisqu'il y a eu cette chute des idéologies, ne s'appuient plus sur rien. Enfin, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est dramatique. Et je ne sais pas si de nouvelles générations vont arriver et inventer autre chose. Mais bon, si on réfléchit un peu aux grands auteurs aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, chacun a peut-être des opinions. Christophe est venu avec un gros livre, là, ouais, qu'il n'a pas encore osé sortir, tellement il était gros. Je vais sortir, c'est donc ce que j'ai dit, c'est Philippe Corcuff, La grande confusion, comment l'extrême droite gagne la bataille des idées, et qui analyse justement très très dans le détail, hein, c'est long à lire, hein, mais c'est passionnant et très, très référencé, il y a beaucoup de notes, et qui, j'ai essayé de le résumer tout à l'heure, qui voit comment sa famille politique finalement n'arrive pas à inventer un contrepoids à l'avancée de l'extrême droite qui d'une certaine manière, effectivement, a gagné les idées, et comment, quand on se dit d'extrême gauche, ou tout simplement de gauche, ou tout simplement anarchiste, donc contre tout ce qui est du domaine du gouverné, hein, l'ordre sans le pouvoir, hein, l'anarchie c'est l'ordre sans le pouvoir, comment on peut faire face finalement à une entité qui se comporte comme un alien, puisqu'il utilise le corps existant pour ressortir encore plus fort. Et quelque part, c'est effectivement très dur de lutter contre les idées nauséabondes de l'extrême droite, mais est-ce que pour autant, il faut utiliser les armes de l'ennemi pour le combattre? Et puis souvent de se tromper d'ennemi, puisque c'est plus facile de s'attaquer à son voisin que de s'attaquer à une entité. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est vrai que chez les élèves, ont envie de changer le monde. Il y a une vraie envie de changer le monde, mais je ne sais pas si... diviser le monde en deux, d'un côté les bons, d'un côté les mauvais, et puis d'être, comme dirait Gérard Biard, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo, il dit « c'est 1984 à Disneyland ». Je trouve ça assez juste. C'est 1984 à Disneyland. Parce que les smartphones, les élèves les ont toutes et tous. Et ils sont tous sur Instagram. Donc d'un autre côté, ils ne se rendent pas compte que aussi les Facebook, les GAFAM, tout ça, on n'en parle pas. La lutte des classes, c'est fini. Toutes ces questions-là, c'est que des luttes identitaires. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on va changer le monde en mettant tout le monde dans des cases et essayer de chercher la différence de la différence de la différence de la différence? À la fin, on sera tout seul. Je pense que
je voulais enchaîner sur autre chose, mais juste je fais une petite parenthèse, un petit commentaire sur les GAFAM. Je pense que ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Et que s'il y a des combats à mener, c'est contre les GAFAM. Vous savez, il y a ce jour de grève de la consommation. Hein, comment ça s'appelle? Je sais plus. Oui, moi, je connais le Black Friday, c'est l'inverse. Ouais, certains militants comme ça ont institué un jour comme ça dans l'année. Un jour de jeûne. Oui, où on va rien acheter. Bon, et ben moi je pense qu'on devrait instaurer une journée où personne ne va sur Facebook. Bon, parce mais encore que ça, une fois, ça serait un vrai combat à mener. Et nous, en tant que presse, on est quand même, enfin moi pas directement, mais mon associé Jean-Pierre Kerraoul, qui préside une association de presse européenne, au niveau européen, je peux vous dire qu'il est très, très concerné par ce sujet. Mais non, parce que ça c'est encore terrible, hein, pour ce qui est de la liberté d'expression, c'est un danger terrible. Mais non, par rapport à ce que vous disiez encore, je voulais ajouter une chose, c'est que je pense aussi que peut-être il faudrait interroger, je disais chute des idéologies et chute des grandes utopies qu'elle portait et qu'on essaye de remplacer encore aujourd'hui à part de ces nouvelles utopies comme ça. Je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose de l'ordre de l'anti-intellectualisme qui est très très fort aujourd'hui. Alors, ces grands auteurs qui nous ont nourris et qui ont nourri les universités américaines, Derrida et compagnie, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression, on les appelait les maîtres penseurs. Et c'est vrai qu'il y avait des excès, c'est-à-dire que les gens biberonnaient dans Félix Guattari, Deleuze et Guattari, Foucault, Derrida, prenaient ce qu'ils arrivaient à attraper. Et c'est vrai qu'on a connu aussi certaines langues de bois, il ne faut pas se le cacher. Mais du coup, peut-être qu'une certaine autocritique qu'on a menée par rapport à ça a dévalorisé finalement le travail intellectuel et qu'il faudrait peut-être le revaloriser quand même. Bon, parce que c'est vrai, moi je trouve dommage, par exemple, pendant toute cette période de pandémie, et surtout pendant le premier confinement où tout le monde était enfermé chez soi, pour moi, un des auteurs qui m'a le plus apporté, c'est Giorgio Agamben. Bon. Pour moi, Agamben, c'est quand même quelqu'un qui pense très, très, très bien aujourd'hui ce qui se passe. Bon. Et j'étais étonnée de voir, pourtant, il a eu des interviews dans des grands journaux, je voyais passer ici et là la traduction de ses tribunes dans la presse italienne, mais j'étais vraiment très frappée du fait que les gens faisaient très peu référence à Agamben, parce que, je ne sais pas, parce que voilà, il n'y a plus ce réflexe d'aller chercher comment dire, un peu de nourriture comme ça à laquelle se confronter aussi dans les livres, quoi. Ouais. C'était juste pour dire le titre, La communauté qui vient, par exemple. Donc le censeur est de retour. Est-ce qu'on a encore le temps pour une question ou est-ce qu'il faut s'arrêter? Voilà. Donc merci infiniment. Non, merci à vous surtout. Vraiment. Merci.